une veuve en blanc, un mariage sans mariée, et un secret que seule Miss Marple peut démêler. Bienvenue dans Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Gardons les commentaires vivants. Dites-moi d'où vous venez. La lecture de vos messages rend l'expérience encore plus passionnante. Commençons. C'était le genre d'après-midi que seul un village anglais pouvait offrir en juin. Un soleil doré adoucissant les haies, l'air parfumé de roses et de lavande, et le tintement délicat des tasses de thé ponctuées de rires polis. Dans le village de Kemplewick, la fête estivale annuelle battait son plein, se tenant, comme le voulait la tradition, dans le jardin du presbytère, qui descendait gracieusement vers un étang peuplé de canards indolents. Le concours de moelle venait d'être jugé, le prix fut décerné, à contre-cœur, au colonel Pargeter, malgré les rumeurs selon lesquelles la présentation de Madame Sims était anormalement brillante. Et l'attention se tournait désormais vers la lecture théâtrale organisée par le Women's Institute. Des chaises pliantes étaient disposées sous un auvent en toile, et les villageois flânaient entre les stands, vendant des conserves, des broderies et les fameux gâteaux éponges du presbytère. À l'ombre, près de la tente à thé, Miss Jane Marple était assise, des gants de dentelle blanche repliés sur ses genoux, le regard serein derrière le doux filet de son chapeau. Elle écoutait ostensiblement Madame Penelope Ridley décrire, pour la 3e fois, comment le juge du Salon des Fleurs avait un jour pris un dahlia pour un chrysanthème. Mais derrière ses yeux bleus, perçants comme des aiguilles à coudre, Miss Marple observait la scène avec l'attention attentive de quelqu'un habitué depuis longtemps aux étranges défauts de la nature humaine. Elle n'était pas la seule personne à retenir l'attention ce jour-là. Car juste derrière le terrain de croquet se dressait un spectacle qui avait suscité plus de rumeurs que les légumes primés. Madame Leonora Drake, vêtue d'une dentelle noire funèbre malgré la chaleur estivale, était perchée majestueusement dans l'antique fauteuil de mariée sorti du manoir pour un effet théâtral. La veuve était revenue à Kemplewick 3 semaines auparavant seulement, après une mystérieuse absence de 10 ans suite au décès de son mari, Harold Drake, qui avait été seigneur du manoir aujourd'hui délabré. Personne ne savait précisément pourquoi elle était partie, ni ce qui l'avait rappelé. « C'est le même fauteuil qu'il occupait avant sa crise cardiaque, vous savez », murmura Madame Ridley en désignant la veuve d'un signe de tête avec un léger frisson théâtral. Un de ces vieux fauteuils gothiques, en bois sombre, des têtes de lion sur les accoudoirs, très masculins. Miss Marple sourit poliment. « Ah oui, quel symbole !» dit-elle distraitement, les yeux légèrement plissés. Le retour de Madame Drake avait suscité bien des polémiques, notamment parce qu'elle avait insisté pour participer à la fête et avait même proposé de financer la rénovation du toit de la salle des fêtes. Cet acte de générosité apparente n'avait pas apaisé la méfiance de la communauté. « Trop d'argent, trop vite », murmura le vieux Monsieur Cresswell, le libraire. « Et elle a des horaires bizarres, lumières allumées toute la nuit. Elle parle à ce notaire de Londres. » À 15h30 précises, le premier cri retentit, aigu, cassant et en total désaccord avec le décor raffiné. Les tasses de thé s'entrechoquèrent, les chaises raclèrent, une foule se précipita vers l'arche du jardin, derrière la treille de rosiers. Là, sur l'herbe fraîchement coupée derrière la remise à outils du vicaire, gisait le corps froissé de la jeune Maisie Dobbins, la femme de chambre du manoir. Son visage était pâle, son cou tordu à un angle anormal. Un pétale de rose s'était posé sur sa joue. La fête fut oubliée. La fête se transforma en un bourdonnement de choc, d'indignation et de spéculation. Quelqu'un se précipita à la recherche du gendarme du village. D'autres se groupèrent en groupes murmurant, les yeux écarquillés par le frisson sinistre de la tragédie. Miss Marple ne bougea pas immédiatement. Elle observa les réactions. Qui parut horrifié trop vite, qui évita tout simplement de regarder, et qui, plus intéressant encore, ne parut pas surpris. Elle replia ses gants plus étroitement sur ses genoux et dit, avec un léger soupir, « Je me demande, Madame Ridley,
Vous souvenez-vous si Maisie a déjà servi avant les Drake? Madame Ridley cligna des yeux, prise au dépourvu. Mais oui, je crois. Quelque chose à propos d'une famille de Bass. Pourquoi? Miss Marple se leva doucement. Oh, sans raison, ma chère, juste de la curiosité. Mais j'ai toujours pensé qu'à bien y regarder, peu de choses sont vraiment oisives. Et sur ce, elle marcha vers la foule rassemblée autour de la jeune fille tombée, commençant déjà à tirer des fils invisibles, entre la veuve, la chaise et la jeune fille qui gisait comme une poupée brisée sous les roses. Le dimanche matin, le village de Kemplewick était un véritable bourdonnement de murmures, de conjectures et de condoléances polies. La fête s'était terminée de façon atroce, bien sûr. La jeune Maisie Dobbins, une fille si calme et si compétente, la pauvre, était morte, et il n'y avait pas un cottage ni une table de petit déjeuner, de la haute haie du manoir, aux poutres basses de l'auberge du Cerf Noir, qui ne bourdonnait de théorie. La police, après avoir recueilli les témoignages et bouclé le jardin derrière la remise du vicaire, n'avait guère progressé pendant la nuit. L'inspecteur Crail, fraîchement promu et avide de distinction, avait conclu qu'il s'agissait probablement d'un tragique accident. Peut-être Maisie avait-elle glissé en allant chercher quelque chose dans la remise et s'était-elle cogné la tête sur le chemin de pierre. Mais même lorsqu'il l'avait dit à voix haute lors de la réunion paroissiale ce matin-là, le doute perçait dans son ton. Elle n'avait aucune raison d'être là-bas, pas pendant la fête, insista Madame Carter, qui tenait la confiserie et connaissait les affaires de tout le monde. Et puis on l'a retrouvée avec son collier brisé, des perles éparpillées dans l'herbe. Ça aurait pu être un vieux fil. Ceux des costumes se casent si on souffle dessus de travers, dit M. Philby, le boucher, tout pâle qu'il était. Mais qu'en est-il de sa montre-bracelet? Ajouta M. Cresswell, ses lunettes scintillant, au soleil. Elle s'est arrêtée à 3h33 précises. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Le cadran de l'horloge avait bel et bien été fissuré lors de la chute, ou de la grève, comme certains commençaient à le suggérer. Le coroner devait examiner le corps le lendemain, mais personne à Kemplewick n'attendait vraiment de nouvelles officielles. Les villageois, dotés d'une imagination et d'une mémoire à la fois longue et précise, avaient déjà commencé à construire leur propre récit. Miss Marple, quant à elle, ne participait pas aux discussions. Elle avait assisté à l'office du matin, remarqué l'absence de visage sur les bancs, celle de Madame Drake, la plus visible, puis pris le thé qu'avec le révérend Biddlesworth, visiblement bouleversé. « Je n'arrive pas à croire qu'une telle chose soit arrivée pendant la fête, Miss Marple. Dans le jardin, en plus. Mon jardin, dit-il en faisant les 100 pas inquiets. Qu'en pensez-vous? Eh bien, dit Miss Marple, en joignant soigneusement les mains, je trouve toujours que les gens agissent rarement sans raison, même lorsque cette raison paraît absurde. Les accidents sont rarement aussi accidentels qu'ils le paraissent. Elle sirotait son thé, le regard fixé sur la fenêtre. Dehors, les enfants rentraient chez eux le long du chemin, jupes flottant au vent, voix joyeuse. Comme la vie reprenait facilement son rythme, même après les pires moments. De l'autre côté du village, aux portes du manoir de Kemplewick, Leonora Drake restait hors de vue. Elle avait regagné ses appartements immédiatement après l'incident, rapporta sa gouvernante, et n'était descendue ni pour le dîner ni pour le petit déjeuner le lendemain matin. Madame Vintham, employée au manoir depuis plus longtemps que les Drake ne s'en souvenaient, était muette sur l'humeur de sa maîtresse. Mais elle avait commis une erreur en achetant du lait à la laiterie. Elle n'a pas touché une miette, murmura-t-elle à Madame Pritchard la laitière. Même pas son madère, et elle n'arrête pas de tripoter ce satané médaillon. Quel est ce médaillon alors? Oh, juste un vieux bijou qu'elle porte toujours quand elle est agitée. Il vient de sa mère, je crois. Il paraît que ça porte bonheur. Mais Madame Pritchard, dont le cousin au second degré était marié à la tante du gendarme local, s'assura que la nouvelle du médaillon et de sa réapparition soudaine parviennent au circuit du village dans la soirée. Lundi, les spéculations s'étaient cristallisées en factions.
Un groupe pensait que le meurtre avait un lien avec les finances du manoir. Maisie savait quelque chose, murmurèrent-ils. Sinon, pourquoi Madame Drake aurait-elle disparu si longtemps pour ne revenir? Que maintenant, jetant de l'argent comme si c'était du papier? Une autre faction s'accrochait à l'idée d'un amant méprisé. Maisie était jolie à sa manière, disaient-ils. Elle avait peut-être un admirateur. La jalousie rend les hommes fous. Puis il y avait ceux qui regardaient plus près de chez eux. La cabane à outils du vicaire était rarement fermée à clé, et quelqu'un avait dû attirer la jeune fille là-bas. Était-ce quelqu'un de la fête? Un villageois? Un invité? Miss Marple avait tout entendu. Elle marchait, comme toujours, son petit carnet glissé dans son sac à main, non pas pour consigner des indices à proprement parler, mais pour noter le nom des plantes qu'elle croisait le long des haies ou les combinaisons insolites de confitures proposées au marché. Mais son regard était attentif, son esprit traçant des lignes que les autres ne voyaient pas. C'est dans la boulangerie, alors qu'elle prenait un petit pain de blé au miel, qu'elle entendit quelque chose de très intéressant. « J'ai entendu, c'est-à-dire que Maisie s'est disputée avec quelqu'un jeudi dernier », a raconté la jeune Elsie Tran, la femme de ménage du bureau de poste. Dans le chemin derrière l'école, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était toute rouge, serrant, son tablier contre elle comme si elle sortait de la cuisine. « Avec qui se battait-elle » demanda Madame Benson en regardant par-dessus ses lunettes. Elsie jeta un coup d'œil autour d'elle. « Je n'en suis pas sûr, mais on dirait un homme, grand, portant un manteau marron. Pas du village, je crois. » Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur les scones. « Un manteau marron », répéta-t-elle doucement. Elle retourna à son cottage cet après-midi-là et appela une vieille connaissance, Monsieur Denham, ancien employé de Scotland Yard, aujourd'hui retraité et cultivateur d'orchidées dans le Surrey. Ils échangèrent chaleureusement quelques minutes, puis Mademoiselle Marple lui demanda, comme si de rien n'était, s'il se souvenait d'une affaire survenue quelques années auparavant, impliquant les Drake du manoir de Kemplewick. Il y avait quelque chose de louche dans la mort d'Harold Drake, si je me souviens bien, dit Denham. Le cœur a lâché trop facilement, mais on n'a rien pu prouver. L'argent de la famille a fait disparaître bien des questions gênantes. Pourquoi? Oh, sans raison, dit Miss Marple d'un ton léger. Ah, je me souviens juste, j'y pensais, et en effet, c'était le cas. Car lorsqu'elle s'était penchée pour examiner la montre cassée de Maisie le jour de la fête, elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Une tache sombre, juste au bord du fermoir, comme de la cire ou du cirage, ou peut-être autre chose. Ni sang, ni saleté. Cirage pour meubles. Le type utilisé pour les chaises anciennes. Elle l'avait déjà vu une fois, après une bagarre à la brocante de l'église. Un garçon avait renversé une table d'appoint édouardienne, et la gouvernante l'avait violemment réprimandé pour les empreintes de doigts dans la cire. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Elle repensa à Leonora Drake, posée dans sa dentelle noire assise sur la chaise du marié à la fête, juste avant que le cri ne retentisse. Ce soir-là, l'air s'épaissit de brume et les lampes brillaient d'or aux fenêtres des cottages. Kemplewick somnolait sous ses couches de scandales et de spéculations. Mais Miss Marple restait assise tranquillement, sa broderie intacte, l'esprit scrutant les fils. Elle avait vécu assez longtemps pour connaître la différence entre le choc et la culpabilité, entre le deuil et la terreur. Et elle savait sans aucun doute que quelqu'un dans le village avait tué Maisie Dobbins. Pas par colère, pas par accident, mais par nécessité. Mardi matin, l'inspecteur Crail retourna à Kemplewick avec une vivacité qui laissait présager une intention délibérée. Il était retourné au commissariat de Carsley pour examiner le rapport d'autopsie, préliminaire. Et bien qu'il ne mentionne pas explicitement de meurtre, il présentait suffisamment d'incohérences pour susciter l'inquiétude. Un traumatisme contondant à l'arrière de la tête, lut-il à voix haute au sergent Blunt dans l'arrière-boutique du poste. Mais aucun signe d'objet à proximité pouvant correspondre à la blessure. Bizarre, non? À moins qu'il n'ait été retiré, dit Blunt en fronçant les sourcils.
Exactement. Et puis il y a l'angle. Le docteur Hensley dit que ce n'est pas compatible avec une simple chute. Il suggère quelqu'un de plus grand, quelqu'un debout derrière elle. L'inspecteur consulta le rapport. On a peut-être un meurtre sur les bras, après tout. De retour à Kempleywick, le village s'était plongé dans une étrange forme de deuil performatif. Les devantures des magasins arboraient des rubans noirs. Les cloches des églises sonnaient doucement. Mais sous la surface, la vie continuait. Les ragots circulaient, les théories s'affinaient, et les regards portés aux voisins se faisaient plus calculateurs. Au cœur de tout cela se trouvait Leonora Drake. Elle n'était toujours pas apparue. Son absence était devenue presque plus flagrante que si elle avait parcouru la Grand-Rue en tenue de veuve et lu une confession à voix haute. Elle avait cependant accepté, par l'intermédiaire de Madame Wentham, de recevoir l'inspecteur Crail. Le matin, Miss Marple en a entendu parler par le vicaire, qui avait pris l'habitude de se confier à elle plus souvent ces derniers temps. Elle a dit qu'elle ne parlerait à l'inspecteur que dans le salon, avec le feu allumé et les rideaux tirés, à 10 heures précises. Miss Marple hocha la tête, pensive. Certaines femmes trouvent l'idée d'un interrogatoire très perturbante. Elles se sentent plus en sécurité dans un environnement bien agencé. Elle était toujours exigeante, même jeune, songea le vicaire. Elle faisait défiler les enfants de chœur par taille, et elle insistait pour que la crèche de Noël utilise du vrai foin. Elle a donné des éruptions cutanées à la moitié des enfants. Miss Marple sourit faiblement, mais son esprit était ailleurs. Les gens ne changent pas leur vraie nature, croyait-elle? Pas vraiment. Mais ils apprennent à la cacher. L'inspecteur Crail fut introduit dans le salon du manoir avec toute la cérémonie d'un ambassadeur étranger. Le feu crépitait doucement. Les lourds rideaux masquaient le soleil matinal. Leonora Drake était assise près de l'âtre, le dos parfaitement droit, un châle de soie noire sur les épaules. « Merci de me recevoir, Madame Drake. »« J'espère que je n'avais pas le choix, » répondit-elle froidement. « Quand la police demande une audience, on obtempère, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, choisissant de ne pas relever le défi. « J'ai quelques questions concernant votre femme de ménage, mademoiselle Maisie Dobbins. » Leonora cligna lentement des yeux. Elle était silencieuse, efficace. Elle n'a jamais volé l'argenterie ni brûlé les toasts. C'est ça que tu cherches? J'ai cru comprendre qu'elle travaillait ici depuis environ 1 an. Oui, nous l'avons prise en charge à mon retour au manoir. Vous êtes revenu tout récemment, en effet. Puis-je vous demander ce qui a motivé votre retour? Leonora pinça les lèvres. La succession de mon mari nécessitait une attention particulière. Les notaires avaient mal géré certains trusts. Je suis venu remettre les choses en ordre. Je vois. Crail marqua une pause. Et mademoiselle Dobbins, semblait-elle, perturbée récemment, agitée? Le regard de Leonora vacilla. Pas pour moi, mais je n'ai pas l'habitude d'interroger le personnel, inspecteur. Avait-elle des ennemis? Quelqu'un avec qui elle s'est disputée? Elle avait un caractère plutôt malchanceux. Je crois qu'elle se sentait au-dessus de sa condition, mais personne en particulier ne me vient à l'esprit. Crail a noté quelque chose dans son carnet. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de quelque chose qui la troublait? Leonora pencha la tête. Tu devrais peut-être parler au jardinier. Il a plus de temps pour bavarder. Moi, non. Crail sourit poliment et referma le carnet. Merci pour votre temps, Madame Drake. Une dernière question. Où étiez-vous au moment de l'incident? J'étais dans le jardin, dans le fauteuil mis à disposition des invités. J'y suis resté presque tout l'après-midi. Selon certaines sources, vous auriez été vu quittant la fête vers 3 heures et revenant peu après la découverte du corps. Les yeux de Leonora se plissèrent. J'ai marché un instant. Je me suis senti faible. La chaleur. Si vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de cette pauvre fille, inspecteur, je vous suggère de le dire clairement. Crail ne broncha pas. Pas du tout, madame. Je pose simplement des questions. En partant, il croisa madame Wentham, dont l'expression aux lèvres pincées suggérait qu'elle écoutait depuis le couloir. « Inspecteur, dit-elle doucement,
J'ai trouvé quelque chose hier, dans la roseraie. Il marqua une pause. Oui. Elle lui tendit un mouchoir délicatement plié. À l'intérieur se trouvait une petite broche, un bijou fantaisie bon marché. Il manquait une perle. C'est à Maisie, dit la gouvernante. Elle le portait sur son tablier. Elle l'a toujours fait. Creil fronça les sourcils. On n'a pas trouvé ça près du corps? Non, monsieur. Il était près du bord du jardin, presque caché sous un bouquet de lavande. Quelqu'un l'a peut-être jeté ou l'a laissé tomber. Mais ça veut dire qu'elle a bougé, monsieur, ou que quelqu'un l'a déplacée. Les doigts de Creil se crispèrent sur le mouchoir. Il la remercia et prit congé. Pendant ce temps, Miss Marple visitait discrètement les archives du village, dans l'ancienne école. Monsieur Jeffers, le gardien bénévole, fut ravi de la voir et sortit une boîte marquée Kemplewick, 1925-1945. Miss Marple ne s'intéressait ni au compte rendu des conseils municipaux, ni au rendement des récoltes. Elle recherchait quelque chose de bien plus révélateur. Les coupures de presse, les voix du village, les faire-part de mariage, les scandales dissimulés entre les paragraphes. C'est là qu'elle a trouvé une petite coupure de presse. De 1936, un monsieur Harold Drake de Kemplewick Manor a été uni par les liens du mariage sacré à mademoiselle Leonora Bexley de Brighton. La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité, en présence uniquement de sa famille proche. La mariée a été présentée par son oncle, le colonel Bexley. Et puis, une note de 2 ans plus tard, Madame Harold Drake est partie pour le continent, invoquant des raisons de santé. La rumeur évoque un séjour prolongé dans un sanatorium en Suisse. Mais l'élément le plus curieux était une lettre à l'éditeur non signée, publiée peu de temps après. Certains d'entre nous se souviennent de l'époque où Kemplewick était un village tranquille. Nous nous souvenons de qui courtisait qui, de qui tomba en disgrâce et de qui paya les autres pour oublier. Ne confondons pas silence et ignorance. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent de satisfaction. Quelqu'un dans ce village se souvient, plus qu'il ne le dit, elle pensait. Ce soir-là, Miss Marple prit son thé sur le perron, regardant les nuages s'amonceler au-dessus des collines. La pluie arrivait. Elle la sentait dans ses articulations. Elle a passé en revue les impressions de la journée, l'insistance de Madame Drake à contrôler son environnement, la broche de Maisie, retrouvée loin des lieux, la tache de cirage sur la montre cassée, la mention d'un homme grand dans un manteau marron, vu en train de se disputer avec Maisie. Et maintenant, un murmure de scandale vieux de plusieurs décennies, enterré dans une lettre à l'éditeur. Elle repensa à la chaise du marié. Bois sombre, polie avec soin tête de lion sculptée aux accoudoirs. Une chaise d'homme, ni pour l'apparence ni pour le confort. Pour l'autorité. Leonora Drake s'était assise sur cette chaise le jour de la fête, pas en tant que veuve, comme autre chose. Miss Marple sirota son thé et murmura « Ce n'est jamais la chaise elle-même, bien sûr. C'est qui s'y assoit. Et pourquoi ?» La pluie a commencé à tomber. Mercredi, le deuil des villageois avait pris une tournure plus aiguë. Là où autrefois régnait le chagrin et les spéculations, s'installait désormais un examen attentif. Le genre d'examen qui rayait discrètement des noms de liste mentale, ou les soulignait 2 fois. L'agent Featherstone, un homme grand et mince à la moustache d'excuse, avait commencé sa ronde, guidé par les instructions fermes de l'inspecteur. Creil, poser des questions, recueillir des impressions et surveiller toute anomalie. L'inspecteur était retourné à Carsley pour consulter à nouveau le coroner, laissant Featherstone comme ses yeux à Kemplewick. Le gendarme a commencé par l'évidence. À l'auberge du Cerf Noir, où se rassemblaient les ouvriers et les commerçants. Locaux, l'air était chargé de fumée de cigarettes et de théories à moitié élaborées. Maisie avait un amoureux, déclara Clive Evers, le palefrenier. Elle le rencontrait parfois derrière la poste. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le même type qui rôdait autour du manoir il y a 15 jours, demanda Bert Withers, en polissant un verre de pinte. C'est possible. Manteau long, style citadin. On n'est pas des nôtres.
Featherstone a soigneusement noté cela. De retour sur la place, l'agent rendit visite à Madame Elsie Trent, la femme de chambre du bureau de poste qui avait mentionné plutôt avoir vu Maisie au cours d'une dispute. Elle ouvrit la porte, les mains enfarinées et l'air méfiant. « Oh, je ne veux pas d'ennui, » dit-elle aussitôt. « J'ai juste raconté à Madame Pritchard ce que j'ai vu. C'est tout. » Featherstone hocha patiemment la tête. « Tu as dit la voir. Vu avec un homme. Peux-tu le décrire ?» Elsie hésita. Grand, manteau marron, cheveux noirs. C'est tout, en fait. Il avait une manière particulière, fuyant, comme s'il surveillait par-dessus son épaule. Il a dit quelque chose, et Maisie, il se disputait, mais discrètement, violent, mais feutré. Elle avait l'air presque effrayée. L'as-tu revu depuis? Non, monsieur, et j'espère que non. Alors qu'il partait, Elsie recula rapidement et ferma la porte hermétiquement. Vers midi, un nom commença à surgir dans les murmures du village. Et Monsieur Lionel Greaves, c'était l'avocat londonien qui était venu au manoir, soi-disant pour conseiller Madame Drake sur la succession de son défunt mari. On l'avait vu 2 fois le mois dernier, passant la nuit à l'auberge et repartant à des heures insolites. Il disait qu'il travaillait sur des questions de confiance, raconta la femme de l'aubergiste à Featherstone, mais il n'avait jamais beaucoup de paperasse sur lui. Et il observait les gens comme un homme en quête de quelque chose. Miss Marple, qui avait pris l'habitude de se promener près de l'auberge au moment du départ ou du retour des clients, avait également remarqué M. Greaves, un homme poli mais un peu trop polissé, le genre de personne qui parlait avec flatterie et écoutait peu. Elle se souvenait de son regard fixé sur le manoir lors de sa dernière visite, son expression ni mélancolique ni admirative, mais calculatrice. Cet après-midi-là, l'inspecteur, Crail est revenu avec des nouvelles. Le coroner avait conclu à la mort de Maisie. Pas accidentel, le coup à la tête avait été délibéré. Un meurtre, simple et sinistre. Crail retrouva l'agent Featherstone dans le bureau du vicaire, devenu leur quartier général officieux. Nous partons du principe que quelqu'un de ce village, ou ayant récemment des liens avec lui en moi, tué Maisie Dobbins. Greaves? Demanda Featherstone. Il n'a pas d'alibi pour l'après-midi de la fête. Il dit qu'il rentrait à Londres en voiture, mais personne ne l'a vu partir. Crail hocha la tête. Et s'il voyait Maisie, quelque chose à cacher, peut-être du chantage, ou la fille a menacé de révéler quelque chose dans lequel lui ou Madame Drake étaient impliqués. Mais s'il était l'amant, ajouta Crail, pourquoi la tuer lors d'une fête? Trop risqué. Pourquoi pas ailleurs? Featherstone fronça les sourcils. À moins que ce ne soit une opportunité. Ou une panique. Crail se frotta les tempes. Ou alors ce n'était pas lui du tout. Pendant ce temps, les villageois avaient décidé que la police se trompait, une fois de plus. Maisie fouillait là où elle n'aurait pas dû, dit Madame Sims à l'épicerie. Elle a découvert quelque chose. À propos des Drake, ou de la maison, croyez-moi, c'est toujours une question d'argent. Mais le colonel Pargeter avait un autre avis. Le personnel sait tout, les secrets, les affaires. Je ne serais pas surpris que ce soit ce jardinier, Wills, homme de peu de mots, toujours un peu louche. Le pauvre monsieur Wills, qui avait passé les 2 derniers jours à tailler les rosiers, avec l'air hanté de quelqu'un observé par 10 pères dieux, semblait véritablement déconcerté par cette attention. Miss Marple, qui avait passé la majeure partie de la journée à examiner tranquillement la liste des invités de la fête et à vérifier qui s'était trouvé près de l'arche du jardin, fit sa propre visite à Wills juste avant le crépuscule. Il lui a offert une chaise longue près du hangar à rempotage. « Trop mal, mademoiselle », dit-il en secouant la tête. Maisie était une fille brillante, trop brillante pour cette maison, à mon avis. Est-ce qu'elle s'est confiée à vous, monsieur Wills? Il hésita. Pas exactement, mais il y a 1 semaine environ, elle a posé des questions sur la cave. La cave? Il hocha la tête. Au manoir. Elle a dit avoir trouvé un vieux registre dans le grenier et voulait savoir si les pièces de rangement en dessous étaient encore accessibles. Miss Marple garda une expression douce. A-t-elle dit pourquoi?
Il a dit que quelque chose était caché là, depuis des années. Est-ce qu'elle est déjà tombée? Je lui ai dit que les clés avaient disparu, depuis longtemps. Madame Drake a fait changer les serrures à son retour. Elle a ajouté qu'elle voulait que cette partie de la maison soit définitivement fermée. Miss Marple émit un léger son pensif. C'est très sage de sa part. Les sous-sols contiennent bien plus que de la poussière, n'est-ce pas? Wills la regarda, perplexe. Elle partit peu après, s'arrêtant une fois sur l'allée du jardin pour jeter un coup d'œil à la bordure de roses. Il avait encore plu, et les pétales étaient humides sur le sol, des choses douces dissimulant des vérités plus dures. Ce soir-là, des nouvelles arrivèrent de Londres. L'inspecteur Crail a reçu un télégramme au presbytère, bref et puissant. Greaves a été licencié de son précédent cabinet il y a 2 ans. Allégation de falsification de documents. Suspicion d'implication dans les finances du défunt Harold Drake. Prudence.Crail fixa la note. Alors, dit-il doucement, il y a été quelque chose qui vaut la peine d'être caché. Il appela le gendarme Featherstone à ses côtés. Demain, dit-il, nous retournerons au manoir, et cette fois nous nous renseignerons sur la cave. De sa fenêtre, Miss Marple regardait le village tirer ses rideaux. On éteignait les lampes, on verrouillait les portes. Au loin, le manoir se découpait sombrement sur le ciel. Elle repensa à Maisie, curieuse, ambitieuse, attirée par des secrets qui ne lui étaient pas destinés, et à la broche lavande, à la montre cassée avec sa tache de cire, à la faible trace de quelque chose de poli et de protégé. Il n'y avait pas eu de cri quand Maisie est morte, ce qui signifiait que le tueur était quelqu'un qu'elle n'avait pas craint, quelqu'un en qui elle avait confiance, ou quelqu'un qu'elle croyait impuissant à lui faire du mal. Miss Marple, immobile et posée, murmura pour elle-même « On dit toujours qu'un meurtre est impensable, mais en réalité, c'est tout à fait envisageable. C'est simplement une question de mobile et de timing. » Et elle avait commencé à soupçonner que le motif était plus ancien que quiconque l'imaginait. Et le moment, très soigneusement choisi. Le lendemain matin, clair et frais, un répit agréable après la pluie qui avait trempé les haies et plombé le moral de tous la veille. Mais le soleil ne parvenait guère à remonter le moral à Kemplewick. Les rumeurs du meurtre de Maisie Dobbins dominaient désormais tout, des bavardages polis des commerçants aux conversations feutrées aux portes des jardins. La suspicion, telle du lierre, s'était insinuée dans chaque maison, au cœur du village, dans son salon douillet. Miss Marple était assise près de la fenêtre ouverte, son ouvrage à la main. Elle avait rarement l'air de faire quoi que ce soit de très important. C'était là, bien sûr, le secret. Tandis qu'elle cousait un ourlet modeste à un linge d'église, son esprit se remémora la fête et une image très particulière. Maisie, quelques instants avant sa mort, franchissant l'arche de rose pour se rendre à la remise du vicaire. La jeune fille avait été aperçue brièvement par 3 personnes différentes qui avaient à toutes mentionné la même chose en passant. Elle avait une tache de confiture sur son tablier, avait dit Madame Ridley. À cause des scones, ça fait la crème, je suppose. Non, c'était rouge, insista Madame Pritchard. Pas framboise, ça ressemblait à de la fraise. Moi aussi je l'ai vu, dit la jeune Elsie Trent, juste au-dessus de sa broche. Miss Marple avait hoché la tête sur le moment, apparemment indifférente, mais le détail était resté gravé dans sa mémoire. Car plus tard, lorsqu'elle avait elle-même regardé la broche dans le mouchoir du gendarme, elle avait été parfaitement propre. Pas de confiture, pas de bavure, pas une trace de rouge. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, la broche avait été nettoyée après le meurtre, avant qu'il ne soit abandonné ou jeté, et cela n'avait aucun sens, à moins que quelqu'un n'ait été en possession de cet objet pendant un certain temps. Après la mort de Maisie, quelqu'un qui a pensé à l'effacer, quelqu'un qui ne pouvait pas risquer que cela soit directement lié à la fille, quelqu'un qui l'avait manipulé avec précaution avant de le laisser tomber là où il serait sûrement retrouvé. Miss Marple posa doucement son ouvrage sur ses genoux
et murmura « C'est, je crois, ce qu'on appelle une surcorrection ». Pendant ce temps, au manoir, l'inspecteur Crail et le gendarme Featherstone furent accueillis à la porte par Madame Wentham, qui semblait de plus en plus pincée chaque jour. « Je dois insister », dit Crail fermement, « pour voir le sous-sol. » Madame Wentham hésita. « Les clés, elles ont été égarées il y a quelque temps. On m'a informé qu'ils avaient été modifiés après le retour de Madame Drake. Quelqu'un doit y avoir accès. Je vais voir ce que je peux faire. » Ils attendirent dans le hall d'entrée, la poussière dansant dans les lueurs de la lumière matinale, jusqu'à ce que Leonora Drake descende enfin l'escalier. Elle était, comme toujours, sereine, vêtue d'un tailleur gris tourterelle ajusté et de talons bas. Son voile noir, autrefois symbole dramatique de son chagrin, avait été abandonné. Un subtil changement de ton. « J'ai cru comprendre que vous souhaitiez explorer les caves, » dit-elle froidement. « Il y a très peu à voir. »« Ce n'est pas une question de décor, madame, » répondit Crail en désignant la feuille pliée contenant l'autorisation officielle. « J'insiste. » Elle le regarda encore un instant, puis se retourna. « Très bien. Suivez-moi. » La porte du sous-sol se trouvait derrière une tapisserie dans la salle à manger. Elle l'ouvrit et déverrouilla la porte à panneaux avec une petite clé en laiton qu'elle portait au poignet. « Je le garde avec moi, » dit-elle. « Les vieilles clés ont disparu il y a des années. Harold perdait tout le temps des choses. » L'escalier descendait abruptement dans un air frais et chargé de moisis. Crail et Featherstone la suivirent prudemment, gravissant des marches dallées de pierre usées par le temps. La cave n'était pas vaste, mais elle était divisée en plusieurs sections. Une pièce pour le vin, une autre pour le charbon, une troisième fermée par une grille en fer. « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» demanda Crail. « Juste pour ranger, » répondit-elle. « Des objets de famille, on l'ouvre rarement. »« Puis-je » demanda-t-il en sortant déjà ses gants. Leonora hésita, puis le déverrouilla. À l'intérieur, au milieu de vieilles caisses et de malles défraîchies, se trouvait une grande boîte en bois. Elle portait les initiales défraîchies HD et était sécurisée par un loquet en fer. Crail l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des registres financiers datant de près de 30 ans, la comptabilité personnelle d'Harold Drake. Des pages, et des pages d'une écriture méticuleuse. Rien de criminel à première vue, mais assurément pas quelque chose qu'une femme de chambre s'attendrait à voir. Un registre était plus récent, moins couvert de poussière. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait une lettre. Il date de seulement 6 mois. Harold. Si cela continue, nous n'aurons d'autre choix que de liquider les actifs. La fiducie ne peut plus dissimuler ses dépenses. Vous devez parler à Greaves. Il a fait preuve d'imprudence. Bexley Crail expira lentement. Bexley, l'oncle de Leonora? Elle n'a pas répondu. Featherstone s'approcha. Que ferait Maisie avec ça, alors? Les lèvres de Leonora étaient pincées. Elle n'est jamais descendue ici. Personne n'est venu. Crail ne répondit pas, mais son silence en disait long. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit sur la place du village, où Madame Pritchard accrochait des banderoles pour l'exposition florale reportée. Un événement plus modeste cette fois, plus respectueux, mais tout aussi important socialement. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle, « comme tout cela est affreux. »« Oui, oui, » dit Miss Marple avec un léger sourire. « C'est vraiment horrible, mais ça m'a rappelé quelque chose. Ce jour-là, à la fête, vous souvenez-vous de l'heure à laquelle le stand de confitures a fermé ?» Madame Pritchard cligna des yeux. « Oh, vers 15h30, je suppose. Juste après Maisie. Enfin, vous savez. » Miss Marple hocha la tête. « Et personne n'aurait eu de la confiture sur les mains ou les vêtements après ça, non? »« Non, tout a été nettoyé. »« Pourquoi? »« Oh, juste une petite incohérence à laquelle je réfléchissais. Incroyable ce qui est nettoyé, et ce qui ne l'est pas. » Elle la remercia et s'éloigna, l'esprit en ébullition. La broche avait été nettoyée délibérément. Elle l'admettait désormais comme un fait.
Mais qu'avait-on nettoyé d'autre? Elle retourna à son chalet et récupéra son petit carnet. À l'intérieur, elle avait écrit une liste d'une écriture impeccable au crayon. La broche de Maisie nettoyée chaise dans le jardin. Présence de cirage pour meubles. Montre. Arrêtée à 3h33, mais pas d'empreinte digitale. Pas de tache de confiture sur la broche au moment de la découverte. Elle s'arrêta, réfléchissant. Qui parmi tous les suspects avait les 2 temps et opportunités pour manipuler le corps de Maisie et retirer la broche? Qui avait accès à la bordure de rose sans y être vu? Quelqu'un qui pouvait se déplacer tranquillement, peut-être pendant que les autres étaient distraits par les lectures ou la musique. Elle repensa à la foule pendant la fête, au spectacle, à la tente de thé animé, à la distraction de la bonne société en pleine effervescence. Et puis ses yeux s'écarquillèrent. Elle tourna la page et écrivit un seul nom. Pas Greaves, pas de testament, quelqu'un d'autre complètement. Mais elle n'était pas prête à partager ce nom. Pas encore, pas avant d'en être certaine. Ce n'est que lorsqu'elle sera sûre de la pourquoi, pas seulement le OMS. Cette nuit-là, Miss Marple posa une nouvelle théière sur la table et regarda le village qui s'assombrissait. L'indice était là depuis le début, caché non pas dans ce qui avait été trouvé, mais dans ce qui avait été nettoyé, poli, lissé. Les criminels, avait-elle toujours cru, étaient rarement intelligents, mais ils étaient souvent trop soignés. Et rien au monde, n'a jamais été naturellement impeccable. Le ciel devint gris fer jeudi matin, s'abattant sur Kemplewick comme un rideau serré. Même les oiseaux semblaient moins chanter. Un silence s'était installé sur le village, non pas celui de la paix mais de l'attente, comme si la vérité rôdait dans les ruelles, juste à l'abri des regards. Miss Marple prit sa place habituelle à la fenêtre avec son tricot et une tasse de thé, mais ses pensées étaient loin des préoccupations domestiques. La broche tachée de confiture, nettoyée avant d'être découverte, avait révélé plus qu'une dissimulation maladroite. Elle avait révélé une intention. Quelqu'un avait tenté de mettre en scène la scène, de faire disparaître non seulement un meurtre, mais l'apparence même du chaos. Seulement quelqu'un de proche, quelqu'un de contrôlant, quelqu'un qui avait exercé ce rôle toute sa vie. Miss Marple pensait à Leonora Drake, et donc, quand elle se leva, prit son châle et se dirigea vers le manoir. Ce n'était pas pour une visite sociale. Elle demanda une audience à Madame Drake, et comme prévu, Madame Wentham la conduisit au salon. La pièce sentait légèrement la cire de lavande et une odeur plus forte, celle du cuivre, subtile mais persistante. Leonora se tenait près de la cheminée, la colonne vertébrale raide, vêtue à présent de gris anthracite, presque funèbre, mais pas tout à fait, comme si elle se débarrassait lentement de ses atours de veuve. « Mademoiselle Marple, dit-elle avec une précision glaciale, c'est très aimable de votre part. Je crains de ne pas avoir été très sociable depuis l'incident. C'est tout à fait compréhensible, dit doucement Miss Marple en s'asseyant. Mais j'ai découvert au fil des ans que le chagrin a une curieuse façon de dénouer les choses. Les vérités, par exemple. Les serrures. Même la langue. Léonora haussa un sourcil. « J'espère que tu n'es pas venu pour fouiner. »« Oh non, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Juste pour tricoter et poser une ou deux questions tout à fait innocentes. » Léonora resta debout. Alors, par tous les moyens. Maisie était une fille intelligente, commença Miss Marple en l'observant attentivement. Trop intelligente. Peut-être. Saviez-vous qu'elle avait posé des questions sur les caves? Léonora ne sourcilla pas. Non, mais si elle l'avait fait, elle aurait dû m'en parler directement. Il faut gérer le personnel, pas le gâter. Oui, j'ai remarqué que vous gérez les choses avec beaucoup de minutie, Madame Drake. La fête, par exemple. La chaise. La liste des invités. La voix de Léonora s'amenuisa. J'ai grandi dans une maison où les apparences comptaient, j'imagine. Votre oncle, le colonel Bexley, n'était-il pas très exigeant? La mâchoire de Léonora se serra. Tu as fait ta lecture. J'essaie de me souvenir des vieilles histoires, surtout celles qui s'estompent trop vite. Miss Marple marqua une pause,
puis se pencha légèrement. A-t-il jamais parlé de l'argent mal géré par Harold Drake, du Trust, ou de Greaves qui les a conseillés tous les deux? Léonora se tourna vers la fenêtre. L'argent est un sujet grossier, Miss Marple. Mais oui, mon oncle s'inquiétait. C'est pour ça que je suis revenu, pour mettre les choses en ordre. Je soupçonne que Maisie a trouvé quelque chose dans cette commande qui l'a effrayée. Léonora la regarda, les yeux plissés. Vous insinuez qu'elle a été assassinée à cause d'un registre? Peut-être pas le registre lui-même, dit Miss Marple en se levant, mais ce qu'il indiquait. Les secrets ne tuent pas, Madame Drake. C'est la peur, si. Léonora ne dit rien. Ses jointures blanchirent sur la cheminée. En partant, Miss Marple croisa Madame Wentham dans le couloir et toucha doucement la manche de la femme plus âgée. « Je me demandais si vous pourriez venir prendre le thé cet après-midi, » dit-elle, doucement. « J'imagine que vous avez beaucoup de choses à penser. » Madame Wentham parut surprise. Puis, après un silence, elle hocha la tête. À 4 heures, Madame Wentham arriva au cottage de Miss Marple, paraissant un peu plus fragile sans son tablier amidonné et la présence raide de sa gouvernante. Miss Marple versa elle-même le thé avec une simple gentillesse. « Vous êtes au manoir depuis longtemps, » dit-elle sur le ton de la conversation. « Avant le départ de Madame Drake? »« Oui, j'étais là avant son mariage. Je suis venu avec elle de Brighton quand elle était fiancée. »« Et tu es resté à travers tout ça ?» La main de Madame Wentham tremblait légèrement lorsqu'elle leva sa tasse. On fait son devoir. Miss Marple hocha la tête. Était-elle toujours méticuleuse? Oui, répondit la gouvernante avec une légère hésitation. Elle croyait à l'ordre et à la nécessité de ne jamais faiblir. Même quand Harold Drake est mort si soudainement? Silence. Ce n'était pas un homme gentil, n'est-ce pas? Non, dit finalement Madame Wentham. Il buvait. Il gardait des secrets. Il y avait des rumeurs. Mais il détenait le pouvoir. Éléonora le craignait-elle? La bouche de Madame Wentham bougea comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. « Elle est partie après sa mort ?» demanda doucement Miss Marple. « Pourquoi ?» Madame Wentham leva les yeux. « Parce qu'elle le devait. » Miss Marple hocha la tête. « Et maintenant elle est de retour. Mais la maison n'est plus tout à fait la même. Je me demande, y avait-il quelque chose de caché dans les caves il y a toutes ces années ?» Madame Wentham ne dit rien. Mais ses yeux brillèrent. Miss Marple n'insista pas. Elle tendit une assiette, de sablé, et changea de sujet, discutant des événements paroissiaux et de la météo. Mais dans ce scintillement, elle avait perçu une confirmation. Quelque chose avait été caché et quelqu'un d'autre l'avait trouvé. Ce soir-là, la deuxième onde de choc frappa Kemplewick. Lionel Greaves, l'avocat londonien, avait été retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Carsley manquant. Il s'était présenté la veille au soir sous un autre nom. Personne ne l'avait revu depuis. Ses affaires avaient été abandonnées, dont plusieurs documents confidentiels relatifs à la succession Drake et un objet bien plus accablant. Un petit carnet contenant des informations, références codées à des détournements financiers, signatures et noms falsifiés. Harold Drake, Bexley et un troisième, simplement noté LD. L'inspecteur Crail, désormais profondément impliqué dans l'affaire, ordonna des recherches. Mais Greaves avait disparu. « Il savait que l'étau se resserrait, » murmura Crail à l'agent Featherstone, « et il s'est enfui. »« Mais a-t-il tué la fille ?» demanda Featherstone. « Je n'en suis plus si sûr, » dit l'inspecteur. « Il avait un mobile, oui, mais elle aurait dû s'adresser à quelqu'un en qui elle avait confiance. Et Greaves de la vie générale était craint, pas apprécié. Il a tapoté le carnet. Il y a une autre partie impliquée dans cette affaire, quelqu'un qui avait autant à perdre que Greaves, mais bien plus à protéger. Cette nuit-là, alors que les lampes s'éteignaient dans le village, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, regardant les ombres s'étendre sur les pavés. Elle avait du thé encore chaud dans sa tasse et une pile de billets bien rangés à côté d'elle. Dans son esprit, elle organisait les faits comme des carrés de courte pointe.
Maisie avait trouvé quelque chose dans la maison. Elle a posé des questions sur la cave. Elle s'est disputée avec quelqu'un en secret. Elle est morte en silence, sans un cri, ce qui suggère une certaine familiarité. La broche a été nettoyée. Greaves s'est enfui, mais un détail la rongeait encore. La chaise, cette chaise polie, sombre à tête de lion, dans laquelle Leonora Drake avait insisté pour s'asseoir pendant la fête. Miss Marple l'avait inspectée après coup quand personne ne regardait. Elle avait même frotté son gant contre son bras droit. Et ce qu'elle a trouvé même faiblement, c'était de la viscosité. Ce n'est pas du polish pour meubles. Ce n'est pas de la cire confiture. Fraise, elle sirotait lentement son thé, sa respiration calme, ses pensées concentrées. Le tueur avait nettoyé la broche, mais ils avaient oublié une chose. Ils s'étaient assis, après. Vendredi matin, Kemplewick était en effervescence à l'annonce de la disparition de Lionel Greaves. On n'en parlait plus. Un notaire disparaissant avec une valise pleine de secrets était le genre d'émotion qui n'avait pas agité le village depuis la fuite du curé du recteur avec la fille de l'organiste en 1928. Les spéculations allaient bon train. Greaves a tué la fille et s'est enfui. Ça a déclaré Bear Withers à l'auberge du Cerf Noir. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais d'autres étaient moins convaincus. Fuir, ça donne l'air coupable, disait Madame Sims en beurrant des toasts pour le petit déjeuner du Cey. Pasteur. Mais parfois ce sont les innocents qui paniquent les premiers, et quelques-uns, ceux qui avaient connu Harold Drake dans sa jeunesse, murmuraient sombrement que, quelle que soit l'affaire dans laquelle Greaves avait été impliqué, cela n'avait probablement pas commencé avec Maisie. De retour au manoir, Leonora Drake restait à huis clos. Elle n'avait accordé aucune autre interview, ne recevait aucun appel et, aux yeux de certains, semblait plongée dans un calme étrange, comme si la tempête était passée et qu'elle l'avait surmontée seule. Mais Miss Marple savait mieux que ça, elle avait vu trop de gens confondre le silence avec la sécurité. L'inspecteur Crail, de plus en plus agité et méfiant à chaque question sans réponse, décida qu'il était temps d'élargir la portée de l'enquête. Il rendit visite au révérend Biddlesworth pour lui demander d'accéder aux anciens registres paroissiaux. Mariage, décès, contrat de propriété. Le révérend, perplexe, se montra obligeant. « Que cherchez-vous, inspecteur ?»« Je ne sais pas encore, » admit Crail. « Quelque chose. N'importe quoi qui suggère à qui a réellement profité la mort d'Harold Drake et qui aurait pu vouloir que sa femme quitte le pays pendant 10 ans. » Tandis que Crail parcourait les registres jaunis et les dossiers fragiles de la sacristie, Miss Marple visitait le jardin du presbytère, où Madame Pritchard coupait de la lavande pour les compositions du dimanche. « Je suppose que la fête sera... Ça a assez éclipsé cette année, » dit doucement Miss Marple. Madame Pritchard soupira. C'était censé rassembler le village. Maintenant, tout ce qu'il a fait, c'est le réduire en miettes. Miss Marple cueillit un brin de lavande. Curieux, n'est-ce pas, comme le passé a tendance à refleurir juste au moment où on le croit taillé. Madame Pritchard, qui avait vécu à Kemplewick toute sa vie, marqua une pause. Certaines racines sont profondes, mademoiselle Marple. On les croit disparues. Et puis, elles ressurgissent, plus fortes que jamais. Cet après-midi a apporté une révélation, et un corps, un fermier à 3 kilomètres du village, a appelé. Le manteau d'un homme accroché au bord d'une haie avait mené à une macabre découverte. Lionel Greaves, mort. Traumatisme crânien. Aucune trace de lutte. Son portefeuille et ses papiers avaient disparu. L'inspecteur Crail se tenait au-dessus du corps, pâle sous le bord de son chapeau. « Eh bien, tiens, murmura-t-il, cela règle une chose. Il n'a pas fui, dit Featherstone, choqué. Il a été réduit au silence. » Crail hocha la tête d'un air sombre. « Et je parierais que la mort de Maisie n'était pas la première de cette séquence, c'était la milieu. La mort d'Harold Drake n'était pas naturelle. Pas du tout. » Featherstone le fixa du regard. « Tu crois que Greaves l'a tué ? » « Je pense que Greaves et quelqu'un d'autre l'ont fait, » répondit Crail.
où ils ont tout recouvert, mais quelqu'un d'autre a nettoyé le reste. Il se tourna vers son agent. Il est temps de revenir au début. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement près de son foyer, le feu vacillant. Une lettre ouverte reposait sur ses genoux, reçue l'après-midi même d'une ancienne gouvernante qui avait travaillé pour la famille Bexley. Cela a confirmé ce qu'elle soupçonnait. Le colonel Bexley n'avait pas seulement désapprouvé Harold. Drake l'avait empêtré financièrement. Le mariage avait été arrangé pour sécuriser ses avoirs. Quand Harold menaça de partager la succession, Bexley avait accumulé des dettes, dissimulées dans des fiducies complexes, dont Greaves avait géré une grande partie. Et puis, les deux hommes étaient morts. Trop proprement. Trop proprement. Miss Marple regarda à nouveau ses notes. Il y avait eu 2 crimes, pas un seul. Le premier, la mort d'Harold Drake, dans des circonstances suspectes. Le deuxième, le meurtre de Dizansa. Maisie est maintenant le troisième, Greaves. Mais un seul fil les reliait tous ensemble, Leonora Drake, ou peut-être quelqu'un qui avait tout à gagner à travers son. Au commissariat de police de Carsley, l'inspecteur Crail examina les documents successoraux saisis parmi les biens de Greaves. Parmi eux figuraient des registres de transfert, d'étranges clauses du testament d'Harold Drake et un amendement surprenant signé seulement 1 an avant sa mort. Une clause bénéficiaire révisée qui nommait pas sa femme, mais un héritier secondaire, une femme, mademoiselle Clara Finch. Qui diable est-elle? « Ah !» murmura Crail. Elle n'était pas répertoriée comme membre de la famille. Elle n'avait pas été mentionnée une seule fois lors d'aucune des interviews, mais la signature correspondait et l'autorisation légale avait été traitée et attestée par Greaves lui-même. Il renvoya Featherstone à Kemplewick avec une instruction claire « Trouver Miss Clara Finch ». C'était Miss Marple, bien sûr, qui connaissait déjà le nom. Clara Finch avait autrefois vécu dans le village sous un autre nom de famille. Sa mère, couturière, était morte de tuberculose quand Clara avait 16 ans. Elle avait servi brièvement, puis avait disparu, ne réapparaissant qu'une seule fois dans les archives, employée brièvement au domaine Drake sous un pseudonyme. Miss Marple se souvenait d'elle, une enfant calme et vigilante. Ses yeux étaient comme du verre teinté. Et maintenant, 20 ans plus tard, son nom apparaît sur le testament. Le lendemain, Crail et Featherstone trouvèrent son logement près de Winchester, un cottage modeste, calme et bien entretenu. Clara ouvrit la porte, vêtue simplement, le visage pâle, mais sans surprise. « Tu es venu pour Lionel ?» dit-elle doucement. Crail retint son souffle. « Tu le savais ? Je ne l'ai pas tué. » dit-elle en s'écartant, mais je savais qu'il était en danger. Ils étaient assis dans le petit salon, le seul bruit étant celui du tic-tac d'une fine horloge de cheminée. Clara expliqua que Greaves la courtisait, discrètement, et prudemment depuis près d'1 an. Il lui avait confié les escroqueries financières d'Harold Drake, puis les arrangements avec le colonel Bexley. Le mariage de Leonora était une fusion financière et non une union d'affection. Harold avait menacé de révéler les détournements à de fonds de Bexley, mais il était mort, comme par hasard, dans son bureau après un dernier cognac. « Je pense que Leonora le savait, » dit Clara. Mais elle ne l'a pas empêché. Elle ne l'a peut-être pas fait elle-même, mais elle l'a laissé faire. « Et Maisie ?» demanda Crail. « Elle a trouvé le testament modifié. Greaves m'avait promis une part, tout comme Harold. Maisie l'a découvert dans ses papiers. Elle l'a confronté. Je crois qu'elle a menacé de tout révéler. » « Alors Greaves l'a tué ?» Clara secoua la tête. « Il n'a pas osé. Il a essayé de prévenir Leonora, je crois. Ou peut-être avait-il prévu de disparaître. Mais quelqu'un d'autre a agi avant. » Crail hocha lentement la tête. « Quelqu'un qui a nettoyé le désordre. »« Quelqu'un, » dit doucement Clara, « qui toujours nettoyait. » De retour à Kemplewick, Miss Marple regarda la voiture de l'inspecteur tourner dans l'allée du manoir.
Elle se leva, lissa son cardigan, et attrapa ses gants. Il était temps. Il est temps que les dernières pièces tombent. Il est temps que la dernière vérité éclate au grand jour. C'était la fin de l'après-midi du samedi, et un silence plus profond que le silence s'était abattu sur Kemplewick. La nouvelle du meurtre de Lionel Greaves s'était répandue, mais étrangement, aucune nouvelle rumeur ne s'était répandue. À la place, un silence régnait dans le village, un souffle partagé, retenu trop longtemps, attendant d'être libéré. Miss Marple, sereine et précise dans son cardigan pervenche, arriva au manoir peu après 16 heures. Madame Wentham ouvrit la porte d'entrée, qui paraissait plus âgée que la semaine précédente, comme si 10 ans s'étaient écoulés en 10 jours. « Je crois que vous m'attendiez, » dit Miss Marple. Madame Wentham hocha simplement la tête. Le Pontistis salon était resté inchangé, sombre, lourd, légèrement froid malgré la chaleur printanière. Le feu était rallumé bien que inutile. Leonora Drake était assise près du feu comme ce jour-là à la fête, le dos parfaitement droit, le regard perçant comme le givre. « Mademoiselle Marple, » dit-elle avec une politesse forcée, « à quoi me vaut cette dernière intrusion ?»« Oh, je m'excuse, » dit Miss Marple en s'asseyant sur la chaise en face de moi. « Mais voyez-vous, j'ai toujours trouvé qu'un problème laissé à moitié résolu a une fâcheuse tendance à se répéter. » Les lèvres de Leonora tressaillirent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je suppose que vous êtes ici à propos de Monsieur Greaves. »« Et Maisie Dobbins, » dit doucement Miss Marple. « Même si, en vérité, je soupçonne que toutes deux n'ont jamais été qu'un obstacle à quelque chose de bien plus ancien. » Leonora croisa les mains sur ses genoux. « Et tu es venu m'accuser ?»« Pas du tout, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Je suis venu voir ce que vous faire. » Le silence qui suivit fut cassant. Après un moment, Miss Marple continua sur un ton conversationnel. « C'est curieux, n'est-ce pas, comme le monde devient bien rangé quand quelqu'un d'autre est prêt à faire le sale boulot. Tu n'as pas tué ?»« Harold, si. » Le regard de Leonora ne broncha pas. « Non, mais tu l'as permis. » Silence. « Vous saviez ce que Bexley et Greaves avaient prévu? Un empoisonnement astucieux, ou un changement de traitement, je suppose, et vous avez reculé. Vous avez laissé faire. Vous n'avez pas levé le petit doigt. » Leonora se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. « Vous parlez comme si le monde était si simple, Miss Marple. »« Ça non, » dit Miss Marple. « Le monde est compliqué, mais les gens, curieusement, ne le sont pas. » Elle posa sa tasse de thé et croisa les mains. « Tu n'avais pas l'intention de tuer Maisie non plus, n'est-ce pas ?» Leonora se retourna, très lentement. Elle a trouvé le testament modifié. Elle a compris que la succession pourrait revenir à quelqu'un d'autre, comme Clara Finch, par exemple. Elle a vu que vous aviez déjà pris votre part, mais qu'elle ne vous appartenait pas légalement, et elle a menacé de la révéler. Leonora ne dit rien. Alors tu as attendu, tu as observé, et à la fête, quand personne ne regardait, tu l'as suivi derrière l'abri de jardin, peut-être sous prétexte de discuter de quelque chose d'anodin. Tu l'as frappée, pas par rage, pas même par peur, mais parce qu'elle était devenue gênante. Il y eut un long silence, un silence glacial. Puis, où sont vos preuves? Miss Marple eut un léger sourire. Je n'ai pas besoin de preuves médico-légales, Madame Drake. J'en ai eu main de preuves, et c'est toujours bien plus fiable. Elle fouilla dans son sac et en sortit un mouchoir, plié avec soin. À l'intérieur, un seul gant, dentelle crème, délicat, avec une tache pas plus grande qu'un shilling au poignet, de la confiture de fraises, dit Miss Marple. Elle a été laissée sur la chaise du marié après que vous vous soyez assise. Vous avez oublié de changer de gant après avoir essuyé la broche de Maisie. Ce genre de choses se voit toujours si on sait le chercher. Leonora fixa le gant, l'expression indéchiffrable. Et la chaise elle-même, poursuivit Miss Marple, sentait encore légèrement le cirage. Vous avez dû l'essuyer le matin même. Tellement prudent, mais pas assez. Leonora se retourna lentement. Tu comptes signaler ça? Miss Marple baissa les yeux sur ses mains.
« Oh, je l'ai déjà fait. L'inspecteur Crail attend au bout de l'allée. » À ces mots, la posture de Leonora changea. Elle ne tressaillit pas et ne pleura pas. Elle se redressa simplement davantage, levant le menton. « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Miss Marple se leva. « C'est le cas de beaucoup. C'est ça qui est tragique. » Madame Wentham entra à ce moment-là, les yeux écarquillés, emplis d'une sorte de tristesse. Derrière elle, Crail et Featherstone, silencieux et solennels, n'entendèrent que le froissement des papiers dans la main de l'inspecteur. Leonora Drake hocha légèrement la tête. « Laisse-moi d'abord changer de chaussures. » Crail ne l'a pas arrêté. Miss Marple non plus. Elle regardait simplement la femme monter les escaliers, une marche mesurée à la fois, comme une reine montant sur un échafaud. 1 heure plus tard, le manoir était à nouveau silencieux. Miss Marple prit le thé avec l'inspecteur Crail dans le jardin du presbytère, où les premières roses commençaient à bourgeonner. Elle n'a pas avoué, a déclaré Crail. Non, acquiesça Miss Marple. Elle ne le ferait jamais. Ce n'est pas sa façon de faire. Mais les preuves sont circonstancielles. Miss Marple sourit faiblement. Comme la majeure partie de la vie, mais son poids est suffisant. Crail resta silencieux un moment. « Tu as déjà vu ça ?» dit-il finalement. « Plus de fois que je ne peux le compter, » répondit-elle. « Des femmes à qui on dit de rester tranquille, d'être agréable, d'être futile, et qui deviennent très douées pour cacher des choses horribles dans des endroits bien entretenus. Tu penses qu'elle aurait tué à nouveau ?»« Oh oui, » dit Miss Marple en remuant son thé, si quelque chose d'autre s'était mis en travers de son chemin. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Kemplewick d'un doux or illuminant le clocher de l'église et reflétant les volets du manoir. Leonora Drake fut emmenée à Carsley sous surveillance discrète. Pas de gros titres, pas encore de procès, que du silence. Les villageois, désormais complètement épuisés par la mort et les spéculations, se sont tournés vers des activités plus sûres, ranger, cuisiner et préparer l'exposition de fleurs reprogrammée. Clara Finch, contactée par l'avocat intérimaire de la succession, apprit qu'elle recevrait l'intégralité de son héritage. Elle ne retourna pas à Kemplewick. Elle envoya un mot de remerciement à mademoiselle Marple, se contentant de dire qu'elle espérait des jours tranquilles. À la poste, Elsie-Tran distribua des timbres et pensa à verrouiller la porte de derrière. Madame Sims rouvrit la boulangerie avec une nouvelle recette de tarte à la rhubarbe, et le pasteur, encore légèrement secoué, prononça un sermon sur la nature de la justice qui fit pleurer pas moins de 4 vieilles dames. Quant à Miss Marple, elle était de nouveau assise près de sa fenêtre avec son tricot. Elle avait vu le mal revêtir de nombreux visages, la rage, la cupidité, le désespoir, mais le genre le plus dangereux, pensa-t-elle, était celui qui affichait un sourire et tenait une maison propre, car ce genre d'attente est frappé quand personne ne s'y attendait. La semaine suivante se déroula tranquillement. Il le fallait. Le village de Kemplewick, épuisé par le chagrin, les ragots et les enquêtes policières, avait repris son rythme habituel. La boulangerie rouvrit, le bureau de poste fonctionnait à l'heure. La vie, comme il se doit, continuait sur la pointe des pieds. Mais sous cette surface sereine, la vérité s'était déjà déposée comme le limon après une tempête. Elle n'était ni tapageuse ni théâtrale, comme certains villageois l'auraient souhaité. Pas d'aveux hurlés sur les toits, pas de meurtriers menottés traînés du perron de l'église. Au contraire, la résolution s'est faite comme Miss Marple elle-même, calme, posée et précise. L'inspecteur Crail avait rencontré le ministère public le lendemain de l'arrestation de Leonora Drake. Bien que les preuves matérielles fussent circonstancielles, elles étaient convaincantes par leur volume et leur contexte. La broche nettoyée, la confiture sur le gant, la connaissance de l'enquête de Maisie dans la cave, tout pointait clairement dans la même direction. Mais Crail savait qu'il y aurait des questions. Il retourna donc à Kemplewick pour parler, à la seule personne dont il avait désormais une confiance absolue dans les conclusions.
Je n'aime pas les détails inachevés, admit-il, assis en face de Miss Marple dans son salon soigné, où le thé était toujours parfaitement infusé, et le gâteau jamais sec. Miss Marple, qui venait de terminer d'enfiler son aiguille, hocha la tête avec sympathie. Moi non plus. C'est pourquoi j'ai toujours préféré le tricot à la broderie. On voit tout le motif d'un coup. Crail jeta un coup d'œil à ses notes. Dis-moi comment tout cela s'articule. Je crois que j'en connais presque tout maintenant. Mais il reste encore des zones d'ombre. Miss Marple mit de côté sa couture et joignit les mains. Ne commençons pas par le meurtre de Maisie, dit-elle doucement, mais par la racine du mal, Harold Drake. Crail hocha la tête, tué discrètement, soigneusement dissimulé. En effet, Harold était arrogant, mais pas idiot. Il soupçonnait Bexley et Greaves de manipuler la succession et il avait prévu de les démasquer. J'imagine qu'il avait même envisagé le divorce, même si pour quelqu'un comme Leonora, cela aurait été socialement désastreux. Mais au lieu de cela, il est mort. Je crois que Bexley a conspiré avec Greaves pour éliminer Harold, peut-être par le biais de médicaments, comme vous l'avez deviné. Mais Leonora, elle l'a laissé faire, complice passive. Elle n'a pas empoisonné son mari, mais elle a assisté à l'opération et elle en a tiré profit. Puis elle est partie. On le lui avait demandé, répondit Miss Marple d'une voix douce. Bexley voulait probablement que le domaine soit protégé pendant que la situation était rééquilibrée, et Leonora était, à sa manière, obéissante. Mais des années plus tard, elle revient. Oui, parce qu'à ce moment-là, Bexley était mort et Greaves commençait à perdre son sang-froid. Il avait commencé à déplacer des biens, à cacher de l'argent. Leonora était revenue pour prendre le contrôle de ce qu'elle considérait comme sien. Et Maisie. Maisie était observatrice. Une fille comme elle, née intelligente mais placée sous les drapeaux, apprend à observer. Elle a trouvé quelque chose, peut-être un testament ou l'un des registres falsifiés de Greaves, et s'est mise à poser des questions. Miss Marple se versa une autre tasse de thé et prit une gorgée avant de continuer. Elle a affronté Greaves, je crois, et il a paniqué. Pas assez pour la tuer, mais assez pour demander de l'aide. Il a prévenu Leonora. Peut-être même espérait-il qu'elle l'aiderait à faire taire la jeune fille avec de l'argent. Crail fronça les sourcils. Mais Leonora a préféré le meurtre. Exactement, dit Miss Marple. Elle s'était habituée à des solutions qui ne laissaient aucune trace. Maisie a menacé de revendiquer le domaine et, plus important encore, de révéler tout ce que Leonora avait enduré en silence et pour lequel elle avait survécu. Elle l'a frappé derrière le hangar, dit doucement Crail, et a traîné le corps. Oui, les traces dans le sol, si quelqu'un les avait remarquées, l'auraient prouvé. Elle retira la broche, peut-être tachée de sang, et l'essuya. Mais elle ne remarqua pas que la confiture du tablier de Maisie se transférait sur ses gants. Et plus tard, après s'être assise dans le fauteuil du marié, elle oublia la vérité la plus simple. Une tache sur un meuble ne ment pas. Crail hocha lentement la tête, et puis elle a planté la broche près de la bordure de rose. Oui, j'essaie de faire croire que Maisie l'a laissé tomber en marchant. Il s'adossa à sa chaise, le regard perdu dans le vide. Et Greaves? Il savait qu'elle était allée trop loin, dit Miss Marple. Il a essayé de s'enfuir ou peut-être de l'affronter, mais quelqu'un d'autre l'observait déjà. Crail haussa un sourcil. Madame Ventham, Miss Marple, hocha la tête. Elle était loyale envers Leonora, profondément loyale, mais pas aveugle. Je crois qu'elle a suivi Greaves cette nuit-là. Elle l'a trouvé. Peut-être l'a-t-il supplié d'intervenir, mais elle ne pouvait pas laisser la vérité détruire la femme qu'elle avait servie toute sa vie. Alors elle l'a tué. Je crois que oui. Et puis j'ai nettoyé après le désordre. Il y eut un long silence. Crail ferma son carnet. 2 meurtriers, dit-il finalement, et personne ne l'aurait su sans toi. Miss Marple sourit faiblement. Ce n'est pas difficile, inspecteur. Il suffit de regarder attentivement. C'est Betty. Gens vous disent qui ils sont si vous les écoutez. Crail se leva et inclina son chapeau.
Et certaines personnes, Miss Marple, voient ce que d'autres ne verront jamais. L'arrestation officielle de Leonora Drake n'a pas fait la une des journaux. Elle s'est déroulée discrètement par courtoisie envers la famille. Madame Vantham n'a jamais été inculpée. Les preuves étaient insuffisantes, et son rôle dans la mort de Greaves est resté, pour la plupart, une triste note de bas de page dans une histoire tragique. Mais elle quitta le manoir peu de temps après et ne fut plus revue à Kemplewick. Clara Finch, désignée héritière légale après la nouvelle enquête sur le testament, a refusé de s'installer. Elle a préféré vendre la succession et s'installer à l'étranger. Le manoir resta inoccupé pendant un temps, puis un Londonien le racheta pour en faire un spa. Quant aux villageois, ils poursuivirent leur route, comme toujours. Ils retournèrent à leur petit plaisir quotidien, le stand de confiture, les roses primées et la vente de pâtisseries. Seul le vicaire, dans son sermon suivant, fit discrètement mention de l'affaire. « Nous sommes tous les gardiens de la vérité, » dit-il doucement. « Et en polissant quelque chose trop souvent, nous risquons d'effacer non seulement la poussière, mais aussi les empreintes digitales. Personne n'avait besoin d'un nom. » Un soir chaud, quelques semaines plus tard, Miss Marple était assise, dans son jardin, son tricot sur ses genoux et une nouvelle théière sur la table. Elle regarda les derniers rayons du soleil glisser sur les toits de chaume, dorés et doux. Le meurtre, réfléchit-elle, n'était pas toujours bruyant ou violent. Parfois c'était calme. Parfois il s'asseyait dans le plus beau fauteuil du jardin et vous souriait. Et parfois il portait des gants en dentelle. Mais toujours cela laissait une trace. Si vous saviez où chercher. Au milieu de l'été, le village de Kemplewick avait retrouvé son rythme habituel. Les haies avaient été taillées, les guirlandes soigneusement pliées et rangées, et le scandale qui avait saisi la paroisse par des murmures et des condoléances étouffées s'était dissipé comme de la poussière sur de la dentelle. Le manoir était désormais clos, ses fenêtres aveugles et impassibles derrière le lierre grimpant. Les armoiries de la famille Drake avaient été retirées du poteau du portail, et les initiales LD, autrefois gravées sur la fenêtre du salon, avaient été discrètement remplacées par du verre ordinaire. Quel que soit l'héritage que Leonora Drake espérait préserver, il avait été soigneusement effacé. Pour ceux de l'extérieur, l'affaire s'était bien terminée. Une femme de prestige et d'élégance, humiliée par la cupidité et le silence. Un homme de lettres, assassiné par la peur. Une servante, jeune et intelligente, morte pour avoir posé les mauvaises questions. Mais pour ceux de Kemplewick, surtout les plus âgés d'entre eux, la vérité était plus complexe qu'une simple histoire de culpabilité. Il y avait de la pitié, de la honte. Et surtout, il y avait la conscience inquiétante que le mal n'arrive pas toujours avec des cornes et le tonnerre. Parfois, il arrive avec des gants de soie et des perles de bon goût, en disant « Tu veux bien t'asseoir ?» C'était un mardi lorsque Miss Marple reçut un visiteur inattendu, Madame Clara Finch. Elle arriva sans faste, vêtue d'une simple robe lavande et d'un petit chapeau à voilette. Pas de deuil, quelque chose de plus discret, quelque chose de digne. Miss Marple, qui venait de terminer l'élagage de ses roses, l'accueillit avec un doux sourire et du thé déjà infusé. « Je n'étais pas sûre de devoir y retourner, » dit Clara assise sur le banc près de la roseraie. « Je ne voulais pas être perçue comme revendiquant quoi que ce soit. »« Ce n'est pas vrai, » dit doucement Miss Marple en versant le thé. « Tu collectionnes simplement ce qui était censé t'appartenir. » Clara baissa les yeux vers sa tasse. « J'ai pensé à rester, à reprendre la maison, à commencer quelque chose de nouveau. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Clara, ça a été un petit rire, presque gêné. Parce que j'ai vu ce que cette maison faisait aux gens, comment elle les piégeait, les rendait fragiles et secrets, et j'ai réalisé que je voulais une vie ordinaire, libre. Miss Marple hocha la tête en signe d'approbation. L'ordinaire est profondément sous-estimé. Ils restèrent assis un moment dans un silence complice. Puis Clara regarda vers l'arche du jardin,
celle qui menait autrefois à la remise à outils du vicaire, et qui ne menait plus qu'à une pelouse soigneusement taillée et à un nouveau treillis de rosiers. Tu crois qu'elle l'a regretté? Un jour? Demanda doucement Clara. Miss Marple prit un long moment avant de répondre. Leonora Drake regrettait beaucoup de choses, dit-elle enfin. Mais pas comme d'autres pourraient le penser. Je crois qu'elle regrettait de ne pas avoir pu choisir autrement. Elle a grandi dans un monde où les apparences étaient une question de survie, où les femmes n'avaient pas le droit d'échouer, de faire leur deuil, ni même de parler sans permission. Elle a fait ce qu'elle croyait devoir faire. Mais elle a quand même tué Maisie. Oui, répondit simplement Miss Marple, et c'est pour ça qu'elle n'est plus là. Les yeux de Clara brillèrent brièvement. Maisie ne le méritait pas. Elle voulait juste compter. Elle l'a fait, dit Miss Marple. Elle comptait plus que la plupart ne le pensent. Elle a tout changé. Ce week-end-là, l'Institut des femmes s'est réuni à nouveau, cette fois pour finaliser les plans du nouveau jardin communautaire. L'ancien espace de fête du presbytère, longtemps associé à la fête, avait été choisi comme site. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tout le monde savait que c'était une façon de tourner la page. Miss Marple, assise tranquillement, parmi les autres dames, écoutait la lecture des propositions, les échanges d'idées, les promesses de semences. La vie, comme toujours, naissait du chagrin. Madame Ridley s'approcha d'elle ensuite, troublée et les joues roses. « J'espère que vous prendrez une petite parcelle, Miss Marple. Il nous faudra quelque chose de raisonnable, de la laitue ou du thym. Rien de dramatique. » Miss Marple sourit. « Oh, je vais peut-être m'essayer au souci. Ce sont de petites choses tenaces mais brillantes. » Elle montait plutôt bien la garde. Madame Ridley, incompréhensible mais soulagée, s'éloigna précipitamment, et Miss Marple resta où elle était, les mains jointes doucement sur ses genoux, regardant le soleil commencer sa longue descente, derrière le presbytère. Ce soir-là, l'inspecteur Crail est revenu lui rendre un dernier hommage, avant que l'affaire ne soit officiellement close. « La couronne a ce qu'il lui faut », dit-il en s'asseyant de nouveau dans le salon de Miss Marple. « Il n'y aura pas de procès. Madame Drake a accepté une plaidoirie. » Miss Marple hocha la tête. Elle ne s'attendait pas à se faire prendre, mais elle a toujours su ce qu'elle était. Crail l'observa un instant. « Tu crois qu'elle détestait son mari ?»« Non, dit Miss Marple, elle l'a toléré, et puis elle l'a regardé mourir avec la même précision qu'elle mettait à dresser la table. Mais non, je ne pense pas. Que la haine soit le mot juste. Et la gouvernante ?» L'expression de Miss Marple s'adoucit. « Madame Vantham ?» C'était une femme qui avait donné sa vie entière à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'amour qui lie les gens comme elle, c'est le but. Et lorsqu'elle a vu ce but s'effilocher, elle a agi par désespoir. « Tu ne sembles pas en colère. »« Je le suis rarement, » dit Miss Marple. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les êtres humains ne sont pas des créatures ordonnées. Nous sommes complexes, faillibles, et bien trop doués pour prétendre être ce que nous ne sommes pas. » Crail se leva et attrapa son manteau. « Merci, Miss Marple, pour tout. » Elle l'a accompagné jusqu'à la porte. Alors qu'il s'engageait dans le chemin du jardin, il s'arrêta. « Est-ce que je te verrai au souper des récoltes ?» Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux. « Oh oui, inspecteur, là où il y a de la nourriture et des conversations, il y a toujours un risque de meurtre. » Crail rit, pas vraiment sûr de plaisanter. Elle ferma doucement la porte. Plus tard dans la soirée, Miss Marple se remit à tricoter. Le cottage était silencieux, le feu crépitait doucement dans la cheminée. Dehors, des papillons de nuit voletaient vers les lampes. Pendant ce temps, le lent tic-tac de la vieille horloge rythmait ses pensées. Elle pensa à Maisie Dobbins, jeune, brillante et perdue trop tôt. Elle pensa à Leonora Drake, une femme façonnée par le contrôle et le silence, anéantie par la propreté même à laquelle elle s'accrochait. Elle pensa à Clara Finch, qui avait eu le bon sens de lâcher prise, et elle pensa, comme toujours après de tels événements, au village lui-même, à sa façon de murmurer et de se déplacer, à son indifférence, même lorsqu'il faisait semblant,
à son oubli. Elle prit ses aiguilles à tricoter et commença à travailler, le fil doux dans ses mains, un point à la fois. Un fil s'enchaîne dans le suivant. Résoudre un mystère, songea-t-elle, n'était pas si différent de tricoter un châle. On partait d'un rang vide, on suivait un modèle, et au final, en étant très attentif, on trouvait chaleur, beauté et ordre, mais il y avait toujours des nœuds à démêler. Il y a toujours des détails en suspens. Et toujours, quelqu'un essaie de les cacher. Elle sourit doucement pour elle-même. C'est pourquoi elle est restée au village. Pas parce que c'était paisible, mais parce qu'il y avait beaucoup de monde et les gens, aussi petits soient-ils, étaient toujours intéressants. C'était le dernier dimanche de juillet et la cloche du clocher avait repris son doux carillon, annonçant la fin des matines et le début des préparatifs du déjeuner dominical dans tout le village. Les parterres de fleurs près des marches de l'église s'épanouissaient de couleurs estivales, et le terrain de cricket avait été fraîchement peint à la craie pour le match de l'après-midi. Kemplewick avait à peu près la même apparence qu'avant, mais Miss Marple, assise sur son banc habituel sous le tilleul devant Saint Mildred, la voyait différemment, ni plus sombre ni plus souillée, mais simplement plus vraie. Comme de la dentelle autrefois pliée trop soigneusement, maintenant dépliée pour révéler le motif en dessous, elle regarda les villageois passer après la cérémonie, le colonel Pargeter, ses médailles polies, Madame Sims tenant sa nièce, par le bras, la jeune Elsie Trent s'arrêtant pour lasser ses chaussures près de la boîte aux lettres. Tous portaient, inconsciemment ou non, le poids de ce qui s'était passé. Le village avait, bien sûr, relégué les meurtres dans un coin discret de sa mémoire collective, comme le font les zones rurales, comme il se doit. Certaines histoires ne peuvent être racontées à voix haute sans perturber le sol même sur lequel on marche. Leonora Drake avait été condamnée discrètement aux assises, loin de la presse. Elle n'avait pas témoigné. Elle ne s'était pas expliquée. Elle avait simplement écouté les débats comme s'ils concernaient quelqu'un d'autre. Mademoiselle Marple n'était pas présente, mais elle avait lu les transcriptions, et elle avait compris ce qui n'avait pas été dit à voix haute. Le plus grand crime de Leonora n'avait pas été de porter le coup. On croyait qu'en fin de compte, certaines personnes étaient sacrifiables. Ce contrôle était une sécurité. Ce silence était une force. Cette propreté pourrait effacer les conséquences. Mais le mal, le vrai mal, Miss Marple le savait, n'était pas toujours bruyant ou effronté. Parfois, il était impeccable, poli, patient. Elle tourna son visage vers la brise et sortit de son réticule une petite enveloppe récemment arrivée de l'étranger. L'écriture était soignée. Le message était bref. « Chère Miss Marple, je voulais que tu saches que je me suis installé dans un petit coin de Toscane. Un jardin, 2 chats et tellement de soleil que je ne sais plus quoi en faire. C'est étrange de n'avoir plus aucun secret à découvrir. Étrange mais paisible. Merci de m'avoir rendu mon nom. » Cordialement, Clara Finch. Miss Marple sourit. C'était à cela que ressemblait parfois la justice, pensa-t-elle. Pas à des procès, pas à des punitions, mais à la permission de recommencer. Elle a rangé la lettre. Et tandis que le cimetière se vidait et que le village s'installait dans sa routine dominicale, Miss Marple restait assise sous le tilleul, ses yeux observant mais sans se concentrer, voyant à la fois le présent et le passé dans une égale mesure. Elle pensait à Maisie Dobbins, à la vie qu'elle aurait pu mener, à Lionel Greaves et aux dommages causés par sa quête d'une fortune tranquille, à Madame Wentham, dont la loyauté farouche l'avait poussée vers un point final, fatal, et de Leonora Drake, la veuve qui s'était assise sur la chaise du marié, un symbole de contrôle, d'apparence, du danger discret que représente le fait d'accéder au pouvoir sans l'avoir mérité. Miss Marple resserra un peu plus son châle autour de ses épaules, bien que la journée fût chaude. Elle n'avait pas résolu cette affaire parce qu'elle était plus intelligente que les autres. Elle l'avait résolue parce qu'elle avait fait attention aux gants, la confiture, l'absence de surprise, la chaise à laquelle personne n'avait pensé à 2 fois,
Comme toujours, la réponse ne se trouvait pas dans les empreintes digitales ou les éclaboussures de sang. C'était dans ce personne. Leur vanité, leurs habitudes, leurs peurs, leurs défauts très humains. Un moineau se posa à ses pieds, picorant une miette laissée par l'un des enfants de chœur. Un chien aboya quelque part derrière la haie. L'horloge du village sonna le quart d'heure. Miss Marple sourit à nouveau doucement, pas satisfaite mais en paix. Il y aurait toujours des ténèbres dans le monde. Elle l'avait accepté depuis longtemps. Mais il y aurait aussi toujours des petits endroits comme Kemplewick, où les roses fleurissaient obstinément et où les gens feignaient de ne pas voir ce qu'ils ne voulaient pas affronter. Et tant que cela resterait vrai, il y aurait du travail pour quelqu'un qui surveillerait attentivement, quelqu'un qui connaissait la différence entre ce qui était poli et ce qui était propre. Elle se leva prudemment du banc, enlevant quelques peluches de sa jupe. Il est temps de rentrer à la maison. Il y avait du thé à préparer. Et un nouveau roman policier vous attend au coin du feu.